Matière organique. Ah, il faut se lancer. Ça va être long. La plante, elle est capable de produire de la matière organique. Ah, tout le monde le sait. Alors, essayons de comprendre comment cette plante est capable de produire de la matière organique. Une plante verte. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle est verte? Alors, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de mots. Les définitions de certains mots seront, j'essaierai en tout cas, de donner à mesure que je les emploierai. Alors, si vous regardez un arbre, vous voyez par exemple qu'il est vert. Alors vous imaginez l'arbre, vous imaginez de la lumière qui pénètre dans l'arbre, du dioxyde de carbone qui pénètre dans l'arbre, par la partie aérienne. Vous imaginez de l'eau et des sels minéraux qui pénètrent dans l'arbre par les racines. Approchons-nous un petit peu plus et regardons ce qui se passe au niveau d'une feuille, mais lorsque l'on regarde simplement une feuille, sans utiliser de microscope. Eh bien, nous imaginons que dans la feuille, de la lumière solaire, par exemple, pénètre. Le CO2 pénètre également dans la feuille. Et il y a des vaisseaux, des nervures, entre guillemets, au niveau desquels de l'eau et des sels minéraux vont parvenir jusqu'à la feuille, et ceci grâce au vaisseau du xylème. Regardons maintenant au microscope photonique, c'est-à-dire un microscope très simple. Nous voyons que la lumière pénètre dans des cellules que l'on appelle des cellules chlorophylliennes qui contiennent des chloroplastes, donc qui contiennent de la chlorophylle. C'est quoi la chlorophylle? Eh bien, c'est une molécule qui est responsable de la couleur verte des végétaux, capable d'absorber la lumière solaire et de la convertir en énergie. Donc vous imaginez dans une coupe de feuilles, une coupe transversale, vous voyez des cellules chlorophylliennes, et au niveau de ces cellules chlorophylliennes, la lumière pénètre. La lumière parvient jusqu'au chloroplaste. Il y a des cryptes également, des parties où il n'y a pas de cellules, et le dioxyde de carbone va entrer par les stomates dans cette partie de cellules, dans cette partie de feuille en fait, qui contient donc des cellules chlorophylliennes. Et vous voyez également que de l'eau et du dioxygène va sortir. Donc il y a des échanges gazeux. Autrement dit, grâce au vaisseau du xylème, de l'eau et des sels minéraux pénètrent dans la feuille et parviennent jusqu'aux cellules chlorophylliennes. En retour, suite à la photosynthèse réalisée par les cellules chlorophylliennes, des molécules organiques vont être produites et vont circuler dans des vaisseaux du phloème. Alors, c'est quoi la photosynthèse? Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Mais disons tout de suite qu'il va y avoir au cours de la photosynthèse une première phase qui va s'appeler la phase claire de la photosynthèse. C'est la première étape de la photosynthèse qui va inclure la photolyse de l'eau et permettre la production de coenzymes réduits et de dioxygène. Alors, nous allons bien sûr en reparler.
Et il y aura ensuite, au cours de cette photosynthèse, une phase que l'on appelle quelquefois la phase sombre, c'est-à-dire que la lumière n'est pas indispensable pour que cette deuxième phase de la photosynthèse intervienne. Eh bien, il s'agit là de la réduction du carbone, c'est-à-dire de la réduction du CO2 qui va entrer, vu que dans ce CO2 il y a du carbone, et la photosynthèse va permettre la réduction de ce carbone pour produire des molécules organiques. La réduction du carbone, c'est un phénomène par lequel les plantes vont synthétiser des molécules organiques à partir du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc nous avons observé globalement 3 niveaux de la plante. Le niveau de la plante elle-même, un arbre par exemple vu de loin. Le niveau un petit peu plus près, on s'est rapproché de l'arbre et on a regardé ce qui se passe au niveau d'une feuille. Puis, au niveau cellulaire, nous avons fait une coupe de feuilles et observé ce qui se passait à l'intérieur, et nous avons vu qu'il y avait des vaisseaux du xylème qui apportaient de l'eau et des sels minéraux, des vaisseaux du phloème qui transportaient de la matière organique, et entre les deux, il s'était réalisé, entre guillemets, la photosynthèse qui avait permis, au cours de la phase claire de la photosynthèse, puis au cours de la phase sombre, c'est-à-dire réduction du carbone, de produire donc ces fameuses molécules organiques. Maintenant, il faut s'approcher encore un petit peu plus près et essayer de comprendre le mécanisme. Alors, vous imaginez donc de la lumière qui va pénétrer dans un chloroplaste. Dans ce chloroplaste, il y a des pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle. Alors, c'est quoi les pigments chlorophylliens? Puisqu'on dit il y a des pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle. Donc, il y a un pigment chlorophylien. Les pigments chlorophylliens sont des molécules impliquées dans la conversion de l'énergie lumineuse, qui vient du soleil, en énergie chimique au cours de la photosynthèse. Donc la lumière, énergie lumineuse, est transformée en énergie chimique grâce aux pigments chlorophylliens. Alors, il y a une première phase que l'on appelle la phase claire, et il y aura une deuxième phase que l'on appellera la phase sombre, donc correspondant à la réduction du carbone. Première étape, phase claire de la photosynthèse. Donc cette phase claire, elle est liée à l'activité de photosynthèse, donc photosynthétique, donc qui est liée à l'absorption de certaines longueurs d'onde par les pigments chlorophylliens. Donc certaines longueurs d'onde visibles de la lumière par ces pigments chlorophylliens, en particulier donc la chlorophylle, par exemple, qui est localisée, elle, dans les chloroplastes. Alors, sous l'effet de cette énergie lumineuse, que va-t-il se passer? Eh bien, cette énergie lumineuse va être captée par les pigments de la plante. Donc ces plantes chlorophylliennes vont réaliser à la lumière ce que l'on appelle la photolyse de l'eau. Photolyse. Lyse, ça fait penser à destruction, et photo, ça fait penser à photon, c'est-à-dire de la lumière en fait, des particules, entre guillemets, particules de lumière. Ce sont des corpuscules photoniques, qui sont des photons, donc des particules de lumière qui arrivent sur la plante. Alors, au cours de cette photolyse, donc, il y a une réaction qui se fait, donc 2 H2O, il nous faut 2 molécules d'eau, vont donner du dioxygène plus 4 protons, 4 H+, en fait, plus 4 électrons. Donc là, on voit bien qu'on a une réaction d'oxydation de l'eau, puisque l'eau, H2O, va perdre ses électrons. Donc, H2O est oxydé pour former du dioxygène. Donc, ces électrons vont être captés par d'autres molécules que l'on appelle des coenzymes,
et qui eux sont oxydés, mais du fait qu'ils vont capter les électrons, ces coenzymes vont devenir réduits. Ils ont capté les électrons et capté en même temps les protons, c'est-à-dire les 4H+. Donc ces coenzymes passent de l'état oxydé à l'état réduit, et au cours de ce processus, eh bien, de l'adénosine triphosphate, que l'on appelle ATP, est produit en même temps, et ce sont des molécules énergétiques qui vont nous servir dans la deuxième phase de la photosynthèse. Les coenzymes réduits vont nous servir également dans la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, coenzyme, c'est NADPH plus H+, qui est formé. Donc, on voit bien que puisqu'ils ont capté les H, les protons, en fait, ils sont bien passés à l'état, enfin, ils sont passés de l'état oxydé, où il n'y avait pas les H ni les électrons, à l'état réduit, où ce NADP a capté les protons et les électrons. Donc, voilà, donc si on résume cette phase claire de la photosynthèse, on voit bien que grâce aux pigments photosynthétiques dont la chlorophylle, H2O arrive dans les cellules chlorophylliennes, dans les chloroplastes également, grâce au vaisseau du xylème, ce H2O, donc cette eau est amenée, donc elle se retrouve bien dans les chloroplastes. Et dans les chloroplastes, il y a des pigments qui vont capter la lumière. Pardon. Alors, je parle beaucoup, alors la gorge, quelquefois, se bloque. Donc, l'eau. Alors, donc je disais, donc ces pigments donc, captent la lumière. Il y a de l'eau. Et l'eau, en fait, va être transformée, va être oxydée pour donner du dioxygène, libérer 4 protons et 4 électrons qui seront captés par le NADP, qui est un coenzyme et qui va devenir réduit de ce fait-là. Et donc il y aura libération de dioxygène qui est très importante parce que ce dioxygène avec de l'ATP va pouvoir faire ce que l'on appelle la respiration cellulaire et produire donc de l'énergie. Oui, parce que le dioxygène qui est libéré, lorsqu'il oxyde le glucose, il y a production d'ATP également. Bon, mais là, on reste dans la photosynthèse. On ne s'occupe pas trop pour l'instant de la respiration cellulaire. On est juste dans les mécanismes de la photosynthèse. Donc, vous avez bien compris, hein? Donc, première étape de la photosynthèse, c'est la phase claire, dans laquelle du dioxygène est produit. Il va sortir de la cellule sortir de la feuille grâce aux stomates qui s'ouvrent, qui vont être ouverts, et le dioxygène se retrouve dans l'atmosphère. La photosynthèse, la première phase claire, donc libère également des coenzymes réduits, donc NADPH plus H+, par exemple, et libère également des molécules d'ATP qui vont nous servir également dans la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, le dioxygène ne nous sert pas dans la deuxième phase de la photosynthèse, hein, c'est juste l'ATP et les coenzymes réduits. Alors, donc voilà. Il faut maintenant passer à l'explication de la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, c'est pas la peine que j'aille trop vite non plus. Alors, ça vous permet, vous, de faire une pause, et moi, ça me permet de faire quelques petits réglages. Parce que quand on utilise Internet, on a besoin de faire des réglages. C'est pas toujours évident.
Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, on a dit que la photosynthèse, c'était une phase claire et une phase sombre. On va l'opposer à sombre. Alors, pourquoi sombre? Parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Dans la phase claire, il fallait de la lumière. Dans la phase sombre, il n'y a pas besoin de lumière. Donc, ça veut dire, à la limite, que une plante, s'il n'y a pas de lumière, et si on lui fournit de l'ATP et des coenzymes réduits, va être capable de fabriquer de la matière organique. Donc ce serait peut-être une petite astuce pour faire pousser des plantes si on n'avait pas de plantes, si on n'avait pas de lumière. Bon. Alors donc là, ça veut dire que dans cette deuxième phase, on va passer du dioxyde de carbone à la matière organique. Et c'est quoi la matière organique? Bien, c'est de la matière qui contient du carbone. Alors pas que du carbone, il y a également de l'oxygène, de l'hydrogène, bon, il y a de l'azote, du phosphore, etc. Si on pense aux acides aminés, qui sont des matières organiques, on a bien de l'azote, acide aminé, amine, ça fait penser à azote, évidemment. Bon, donc là, ça veut dire que la photosynthèse, au final, va produire des molécules organiques. C'est ce qu'on essaie de comprendre pourquoi, comment la cellule est capable de produire de la matière organique. Donc on a vu qu'il y avait une phase claire. Cette phase claire, elle fait la photolyse de l'eau. Voilà, on a bien de l'ATP dans la cellule, dans les chloroplastes en fait. On a de l'ATP, on a des coenzymes réduits, on a du CO2 qui est arrivé par les vaisseaux du xylème, on a tout ce qu'il faut pour produire de la matière organique. Alors comment ça se passe? Eh bien, l'ATP et les coenzymes réduits produits durant la phase claire sont des sources d'énergie chimique que la cellule va utiliser pour synthétiser des molécules organiques. Et ceci à partir du dioxyde de carbone qui provient de l'atmosphère mais qui se retrouve dans les chloroplastes. Voilà. Alors, cette phase, donc cette synthèse, va impliquer un cycle de réaction qui s'appelle le cycle de Calvin-Benson, que nous allons expliquer évidemment. Bon, je ne vais pas trop vite, c'est le temps que vous preniez des notes. Donc ce cycle de Calvin-Benson se déroule où, à votre avis? Vous avez le choix. Dans le cytoplasme? Alors, oui, dans le cytoplasme, mais pas directement dans le cytoplasme, dans les chloroplastes qui sont dans le cytoplasme. Donc ce cycle de Calvin-Benson va se dérouler dans le chloroplaste. Elle passe par la réduction du CO2. Donc ce CO2 va être réduit et à l'issue de cette réduction, on va obtenir des molécules organiques. Oui, mais c'est quoi ce cycle? Eh bien, dans un premier temps, il y a du CO2. Dans les chloroplastes, il y a RuBP. Le RuBP, c'est le ribulose diphosphate. Donc ce CO2 va se fixer sur le ribulose diphosphate. On pourrait dire biphosphate aussi. Ça veut dire qu'il y a deux phosphates en fait. C'est le ribulose biphosphate. Ose, ça fait penser à sucre. C'est peut-être un sucre. Donc en tout cas, le RuBP va fixer le CO2 pour donner l'acide phosphoglycérique, APG. Acide phosphoglycérique. À une condition, c'est qu'il y ait une enzyme qui permette la catalyse de cette réaction, c'est-à-dire le fait que cette réaction puisse se faire. Et cette enzyme
s'appelle la Rubisco. R-U-B-I-S-C-O. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une des enzymes les plus importantes, enfin en nombre, les plus importants sur Terre. Donc, le CO2 est fixé sur le ribulose diphosphate, le RuBP, grâce à une enzyme que l'on appelle la Rubisco. Il y a donc formation d'une molécule qui s'appelle acide phosphorique, APG, donc qui se forme et qui est converti ensuite en triose phosphate. Et ces trioses phosphates forment à leur tour les différents glucides, par exemple glucose, saccharose, amidon, etc. Et d'autres molécules organiques également qui ne sont pas des sucres, mais qui seront par exemple des lipides, des acides aminés, etc. Donc ça veut dire que, en fait, la Rubisco est une enzyme qui va biocatalyser la fixation du CO2 sur le ribulose biphosphate pour former une molécule que l'on appellera acide phosphoglycérique ou APG. Et grâce aux coenzymes qui ont été réduits et grâce à l'ATP qui avait été produit durant la phase claire, donc coenzymes, vous vous souvenez, hein, NADP, H plus H+, par exemple, et ATP qui avait été produit durant la phase claire, eh bien, vont permettre la transformation de l'APG en triose phosphate, mais en relibérant RuBP, c'est-à-dire la ribulose diphosphate. Et la ribulose diphosphate va recapter du CO2 pour redonner de l'APG, acide phosphoglycérique, à condition qu'il y ait la Rubisco et que cette Rubisco ait catalysé la réaction de fixation de CO2 sur le RuBP. Donc voilà, donc ça veut dire que l'APG en fait est une molécule clé qui va subir l'action des coenzymes réduits et de l'ATP. ATP donc qui va libérer, qui va produire de l'énergie, qui va permettre justement la transformation de l'APG, donc de l'acide phosphoglycérique en RuBP, avec libération de triose phosphate. Hein. Triose phosphate, triose, ça fait penser à 3, donc 3, phosphate, ça fait penser à phosphate, hein, le P, le phosphore. Triose, ça veut dire un ose. Un ose, c'est quoi? C'est un sucre avec 3 molécules de carbone. Donc on a bien triose 3 carbone dans cette molécule de sucre phosphaté qui va donner par transformation spécifique entre guillemets des protéines, des lipides et des glucides, dont l'amidon et le saccharose par exemple. Bon, vous avez compris hein, que si on résume, mais vraiment globalement, hein, j'ai pas fini d'expliquer, hein, mais si on résume par rapport à la photosynthèse, on a regardé un arbre entièrement, on a vu des choses, donc il y avait de la lumière qui pénétrait, du CO2, de l'eau, des sels minéraux. On a vu ce qui se passait au niveau de la feuille, même principe, de la lumière entre dans la feuille, du CO2 également, de l'eau et des sels minéraux. L'eau et les sels minéraux entrent grâce à des vaisseaux du xylème. Et si on fait une coupe de la feuille, une coupe transversale, on voit qu'il y a des cellules, donc des cellules chlorophylliennes, donc ils vont recevoir de la lumière. Dans ces cellules chlorophylliennes, il y a bien sûr des chloroplastes. Et puis, grâce aux vaisseaux du xylème, eh bien, l'eau et les sels minéraux vont pénétrer dans ces chloroplastes, donc dans la cellule, hein, dans les cellules, puis dans les chloroplastes,
Alors il y a des nervures dans la cellule, hein, ça facilite l'arrivée du xylème évidemment. Et puis en retour de la photosynthèse, donc la photosynthèse a lieu dans les chloroplastes, et ensuite des molécules organiques sont produites et vont circuler dans les vaisseaux du phloème. Ensuite, on a décrit de manière relativement détaillée ce qui se passait dans le chloroplaste, où on a vu qu'il y avait une phase claire et une phase sombre. Durant la phase claire, eh bien, il y avait ce que l'on appelait la photolyse de l'eau. Donc c'était la première phase. Photolyse de l'eau, ça veut dire que l'eau était transformée, était oxydée pour libérer du dioxygène 4H+, et 4E-, qui étaient captés par des coenzymes oxydés qui devenaient réduits, et libération d'ATP en même temps. Formation d'ATP, en fait, donc de l'ADP plus P donne ATP, c'est-à-dire qu'on a un troisième phosphate qui se fixait sur de l'ADP pour donner l'adénosine triphosphate, ATP. Donc là, durant la phase claire, ça veut dire qu'on a créé, les chloroplastes ont créé des molécules ATP et coenzymes réduits, tout en libérant du dioxygène qui lui s'en va dans l'atmosphère, en sortant par les stomates, mais ATP et NADPH, donc coenzymes réduits, eux, restent dans le chloroplaste pour participer au cycle de Calvin-Benson. Pourquoi est-ce que c'est un cycle? Parce qu'on part du rubis-P, on forme, donc on part du ribulose biphosphate ou diphosphate, on arrive à former, grâce à la rubisco qui fixe le carbone, enfin le dioxyde de carbone, le carbone du dioxyde de carbone, en fait, le dioxyde de carbone, on va dire, sur la rubisco, sur la rubis-P, pour former de l'APG, acide phosphoglycérique, et cet APG, lui-même, grâce à l'action des coenzymes réduits qui vont devenir oxydés automatiquement puisqu'ils vont transférer les protons et puis les électrons, eh bien, on va libérer, alors l'ATP intervient également, évidemment, source d'énergie, on va libérer donc cet APG sur lequel se fixent où agissent plutôt les coenzymes, vont libérer les triose-phosphates et libérer également la rubis-P. La rubis-P qui va pouvoir reformer, grâce à la fixation du CO2 et grâce à la rubisco, reformer de l'APG, puis libérer à nouveau du triose-phosphate, libérer à nouveau la rubis-P, etc. On voit bien que l'on a un cycle de Calvin-Benson, donc au cours de cette phase sombre de la photosynthèse. Donc la clé, en fait, de la photosynthèse, c'est la phase claire et la phase sombre qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que j'insiste peut-être un peu trop, mais si vous trouvez que j'insiste trop, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez compris. Et ça veut dire que vous n'avez pas besoin que je répète encore une fois. Mais vous savez que le métier d'enseignant, c'est une suite de répétitions de manière spiralaire. On dit une chose, puis un peu plus tard, on redit cette même chose, mais en ajoutant un élément. Voilà. Alors, triose-phosphate, voilà, on est dans les triose-phosphates. Donc, on a bien compris que, vous allez dire, je répète, qu'il y a une phase claire et que du CO2 à la matière organique, on parle là de la phase sombre, et on obtient nos fameux triose-phosphates qui sont des sucres, en fait. Et j'ai encore un problème. Ah là là. Et vous allez être obligé de patienter encore et encore. C'est ça, Internet c'est bien, c'est génial, mais, quand il y a un problème et qu'on est en train d'enregistrer un cours, et voilà, je suis bloqué. Mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ça vous permet de prendre un petit café.
faut que j'agrandisse encore. Voilà. Ça vous arrange, hein? Alors, j'arrive à ce que je veux. Parce que je prépare mes documents en avance, hein, et j'ai mes fiches, et puis je me réfère à mes fiches pour pas que ça passe trop dans l'improvisation, en fait, hein, que ce soit scientifiquement cohérent. Voilà, donc là, vous pouvez faire pareil, hein, si vous voulez vous amuser à faire des enregistrements, des vidéos. Vous préparez vos documents, et puis vous préparez l'explication, puis vous expliquez. Donc là, c'est comme si vous faisiez une pause, en fait, hein, au bout d'une heure de cours, ou je ne sais plus, 45 minutes. Vous avez compris ce que c'était la photosynthèse. Après, vous avez compris l'essentiel. On a une phase claire, une phase sombre, et on a obtenu donc les trioses phosphates. Donc là, je continue. Ces trioses phosphates vont donner, alors je l'ai déjà dit, hein, vont donner soit des protéines, soit des lipides, soit d'autres glucides, comme l'amidon, par exemple, qui est un enchaînement de molécules de glucose, le saccharose, donner le saccharose également, etc. Donc ce sont bien des molécules organiques qui vont avoir des fonctions multiples, des fonctions de croissance, par exemple la cellulose, la lignine, etc. Ou bien avoir, donc ces molécules organiques peuvent servir de réserve, en fait, ça peut être le cas des pommes de terre, des cerises, des noix, etc. Mais ça peut servir également aux interactions avec d'autres espèces, par exemple protection, nutrition et reproduction. Donc ça veut dire que les produits de la photosynthèse, hein, vont servir pour la croissance de la plante et vont permettre de constituer également, entre autres, hein, des réserves. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que on a compris comment se forment les trioses phosphates, comment se forme cette matière organique de base qui va donner ensuite d'autres molécules. Eh bien, ces produits de la photosynthèse vont être utilisés, bien entendu, par toute la plante. Donc par toute la plante, et ça veut dire par toutes les cellules de la plante pour constituer, par exemple, notamment, leurs parois. C'est le cas de la cellulose. Donc la cellulose, c'est quoi la cellulose? Eh bien, c'est une molécule qui est un polymère de glucose et qui est le constituant principal des parois végétales. donc constituer donc ces produits de la photosynthèse, donc ces trioses phosphates entre autres, vont constituer la paroi. Une fois que ces trioses phosphates vont être transformés, évidemment, hein, ce n'est pas directement les trioses phosphates, vont constituer donc la paroi. C'est le cas de la cellulose, c'est le cas des pectines également, des hémicelluloses également, qui sont des constituants principaux des parois des cellules. Donc évidemment, si la cellule produit, si la plante produit ses matières organiques, avant tout c'est pour elle-même. C'est pas pour dire à la biche qui passe, tiens, je t'ai préparé de la matière organique, tu peux me manger. Alors éventuellement, oui, elle peut manger les réserves. Elle pourrait dire, je vous ai préparé des réserves. En général, la plante, ce qu'elle produit, c'est pour elle-même. Bon. Alors, ces parois, elles peuvent être imprégnées ensuite de lignine, secondairement. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a de la cellulose, puis on peut avoir de la lignine également. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la lignine? Eh bien, c'est aussi un polymère, dérivé d'acides aminés, responsable de la rigidification des parois. Donc vous voyez, par rapport à la cellulose, qui était un polymère de glucose, la lignine, elle, est un polymère de dérivé d'acides aminés. L'acide aminé, c'est quoi? Il y a 20 acides aminés à peu près, hein, les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Bon. Donc vous voyez, entre glucose et protéines, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la cellulose et la lignine n'ont pas la même composition chimique. Pardon. Alors, cette lignine, donc surtout chez les arbres.
donc qui va provoquer ce que l'on appelle la rigidification et qui va permettre à l'arbre d'avoir un port dressé et une croissance au niveau de la hauteur et du diamètre, donc relativement importante. Donc il y a bien une rigidification dans ces cellules, en fait, qui fait qu'on peut obtenir des arbres de très grande hauteur. Alors, certains produits de la photosynthèse vont être des substrats énergétiques qui vont pouvoir être utilisés par la plante. Substrat énergétique. Alors, un substrat, en général, c'est la première molécule qui va subir une transformation pour donner un produit. En général, on a un substrat, une enzyme qui va agir sur le substrat pour biocatalyser, une réaction spéciale pour donner un produit. Donc, certains produits de la photosynthèse sont des substrats énergétiques. Ça veut dire qu'ils sont capables de donner de l'énergie et ces substrats énergétiques vont être utilisés par la plante ou par ses descendants, par exemple via les réserves dans les graines, au niveau des graines. Donc c'est le cas de l'amidon, qui est un substrat énergétique. Pourquoi c'est un substrat énergétique? Si vous prenez de l'amidon, imaginons que vous regardez une pomme de terre, elle ne va pas vous exploser à la figure. Mais pourtant, elle est énergétique. Pourquoi? Parce que l'amidon, c'est un polymère de glucose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de molécules de glucose qui sont fixées entre elles. Et lorsque ce substrat amidon se transforme en produit, ce produit, c'est le glucose. Puisque si l'on coupe l'amidon, que l'on sépare ces molécules de glucose qui constituent l'amidon, on a bien le produit dérivé qui est, là dans ce cas-là, qui est plus petit que l'amidon, mais c'est une molécule glucidique, c'est un glucose. Alors, si vous regardez le glucose, il ne va pas vous exploser la figure non plus. Mais l'oxydation par le dioxygène de ce glucose va produire de l'énergie. Alors, il ne va pas vous exploser la figure non plus, mais permettre de former des molécules que l'on appelle ATP, adénosine triphosphate, qui, elles, vont pouvoir servir dans d'autres réactions du métabolisme qui demandent un substrat, de l'énergie, ATP, qui va apporter de l'énergie, c'est une petite bombe énergétique, puisque le troisième phosphate libéré libère beaucoup d'énergie, en fait. Le troisième phosphate libéré de l'ATP, adénosine triphosphate, il y a 3 phosphates, le troisième libère de l'énergie. La libération du deuxième aussi, mais un petit peu moins. Donc une réaction quelconque du métabolisme qui va demander un petit coup de pouce énergétique va pouvoir se réaliser grâce à une enzyme également. Il faut l'ATP plus enzyme, une enzyme spéciale, qui va donner un produit spécial qui servira pour quelque chose de précis. Donc ça veut dire que certains produits de la photosynthèse sont des substrats énergétiques qui peuvent être utilisés par la plante ou ses descendants, et c'est le cas de l'amidon, qui contient des réserves de glucose qui, par oxydation, vont permettre la formation de molécules d'ATP qui serviront pour d'autres réactions. Donc cet amidon peut être stocké dans des tubercules de pommes de terre ou des réserves lipidiques peuvent être stockées également. Alors attention, l'amidon, ce n'est pas des lipides, c'est du glucose. Ce sont des molécules, c'est un polymère de glucose. Mais ces molécules, ces substrats énergétiques peuvent être donc des glucides comme l'amidon, mais ça peut être également des lipides, puisque les lipides sont source d'énergie également, de libération d'énergie également, ou de stockage d'énergie. Par exemple, des réserves de lipides que l'on peut trouver dans les noisettes ou dans les noix, par exemple. Donc ces substances sont également des aliments potentiels pour les animaux. L'écureuil, par exemple, en oubliant une partie de ses noisettes qu'il a cachées, va contribuer à la dissémination de la graine qui va pouvoir germer ailleurs que son lieu de formation. Alors, ces produits de la photosynthèse peuvent également entrer en interaction avec d'autres espèces.
Donc ça veut dire que ces molécules qui sont produites par la plante vont jouer un rôle important dans les relations avec d'autres organismes au sein même de l'environnement, donc au sein même d'un écosystème précis. Un écosystème, on rappelle que c'est la biocénose plus le biotope. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui sont inclus dans ce biotope. Le biotope, c'est l'ensemble des paramètres physico-chimiques. Autrement dit, pour un écosystème particulier, eh bien, donc, il va y avoir des interactions entre les différents organismes pour former donc, des chaînes alimentaires, donc, la fameuse pyramide alimentaire, avec au sommet le prédateur le plus important relatif à cet écosystème précis, et avec à la base tous les producteurs primaires qui constituent en fait la base de l'alimentation des consommateurs, que ce soit les herbivores ou les carnivores, les omnivores aussi. Et donc c'est bien la photosynthèse qui est à la base, qui est la clé en fait d'un écosystème dans lequel il va y avoir des interactions très importantes de la nourriture, triose, phosphate, issues de la photosynthèse, mais également les molécules dérivées, protéines, lipides, glucines, et également des molécules qui vont avoir de différentes fonctions, des fonctions multiples, comme on avait parlé de la cellulose et de la lignine, mais également des molécules de réserve, des interactions avec d'autres espèces, par exemple protection, nutrition et reproduction. Donc je répète que ces molécules qui sont produites par les plantes vont jouer un rôle important dans leurs interactions avec les autres organismes de son environnement, donc de l'écosystème en question. Les tanins, par exemple. Quel est le rôle des tanins? Eh bien, les tanins vont jouer un rôle dans la défense contre certains champignons ou contre des animaux herbivores. Les tanins, c'est pas très bon en fait. On parle d'interaction compétitive. D'autres molécules également, comme les anthocyanes, vont donner notamment leur couleur aux fleurs. Alors ça peut être intéressant. Et ces couleurs vont pouvoir être informatives pour les animaux pollinisateurs. On parle à ce moment-là d'interaction mutualiste. Donc là, on pourrait très bien s'arrêter là pour le cours, dire que la plante elle est capable de produire de la matière organique et nous dire c'est suffisant. Voilà. Mais ce n'est pas à me connaître. Voyons, abordons les choses d'une autre façon pour dire la même chose, mais pour présenter d'une autre façon. Nous savons que la plante elle est capable de produire de la matière organique. Nous le savons. Imaginons qu'on ait un petit peu oublié. Nous savons qu'il y a globalement la photosynthèse dans des chloroplastes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'énergie lumineuse va pénétrer à l'intérieur de la plante au niveau des chloroplastes, au niveau des pigments chlorophylliens, il va y avoir absorption de cette lumière. L'eau va rentrer dans les chloroplastes et la photolyse de l'eau, donc l'oxydation de l'eau, va libérer du dioxygène et des éléments qui seront réduits, qui vont ensuite être utilisés lors de la deuxième phase, puisque la photolyse de l'eau c'est la première phase, c'est la phase lumineuse, et ces éléments, ces coenzymes réduits, en fait, et l'ATP libéré également au cours de la photolyse, va permettre la réduction du CO2 en glucose. Alors, globalement, on va dire en glucose. On sait bien que ce sont des trioses phosphates et qu'il y aura des transformations après. Donc voilà, si on résume de manière vraiment globale la photosynthèse, c'est ça, c'est de l'eau
est transformé en dioxygène, ça s'appelle la photolyse de l'eau, libération de dioxygène, normal, puisqu'il a été oxydé, l'eau est oxydée en dioxygène, donc, et on a bien libération de 4 protons et de 4 électrons qui vont être captés par des coenzymes, production d'une molécule d'ATP en même temps, au cours de la photolyse de l'eau. Donc on se retrouve avec ces pigments, avec ces, pas ces pigments, mais ces coenzymes réduits et l'ATP, qui vont être utilisés au cours du cycle de Calvin, qui va permettre la fixation du dioxygène sur des molécules et la libération finalement du glucose. Donc ça veut dire que les pigments chlorophylliens ont un rôle très important, il faut de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, la première phase de la photosynthèse ne peut pas avoir lieu. Donc on ne peut pas avoir d'ATP ni de coenzymes. Par conséquent, si on veut que la deuxième phase de la photosynthèse ait lieu en absence de lumière, il faut fournir à la plante de l'ATP et des coenzymes réduits. Bon. Donc, il y a formation de glucose, on a dit, qui est de la matière organique. La plante est bien une productrice de matière organique. Alors, on parle globalement du glucose, parce que le glucose, c'est un élément très important, puisque c'est grâce à l'oxydation du glucose qu'on va pouvoir produire de l'énergie dans la réaction du métabolisme que l'on appelle la respiration cellulaire. Pourquoi respiration cellulaire? En théorie, on parle de respiration pulmonaire. Les poumons, la fonction des poumons, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, permet l'entrée du dioxygène dans les vaisseaux sanguins. Alors, pas dans la plante, mais je parle de nous. Et ensuite, la circulation du sang fait que ce dioxygène va arriver jusqu'aux cellules. Du glucose arrive jusqu'aux cellules également, et l'oxydation du glucose donne de l'énergie, avec libération de CO2 et d'eau. Bon, chez la plante, alors il n'y a pas de sang chez la plante, il n'y a pas de circulation sanguine, mais il y a de la sève. Voilà. Donc la sève permet de faire circuler les sels minéraux et l'eau dans les vaisseaux du xylème. Cette eau et ces sels minéraux vont arriver jusqu'au chloroplaste. Et en retour, à l'issue de la photosynthèse, le glucose, si on parle que de lui, par exemple, va arriver dans les vaisseaux du phloème, qui contiennent évidemment de la sève qui a été fabriquée par la plante. On dit c'est de la sève élaborée par la plante, élaborée. Donc cette sève contient du glucose. Donc elle contient, cette sève, en fait, des sucres solubles. Et ces sucres solubles sont la sève élaborée. Et cette sève élaborée va circuler dans toute la plante. Donc circulation, il y a bien une circulation des produits de la photosynthèse dans toute la plante. Alors, donc ces produits de la photosynthèse, bien sûr, vont être utilisés pour la croissance de la plante de diverses façons. Alors, ces plantes peuvent avoir également peuvent subir des interactions avec d'autres êtres vivants au sein d'un écosystème, par exemple les abeilles, qui vont pouvoir polliniser les fleurs. On peut avoir donc des interactions positives et des interactions négatives. Alors, par exemple, pollinisateurs et interactions avec les anthocyanes. Interaction antagoniste, phytophages, donc ils vont manger les feuilles. Phyto, ça veut dire feuille en gros, phage, ça veut dire manger. Donc les êtres vivants phytophages sont des prédateurs des végétaux. Eh bien, les tanins vont plus ou moins empêcher ces phytophages de manger les feuilles, parce que les tanins, c'est assez toxique quand même. Au niveau de la plante elle-même, pour la croissance de la plante, il va y avoir des dépôts de cellulose, qui sont des polymères de glucose, en gros, donc dépôts de cellulose dans la paroi des cellules. Et
parce que la cellule a une paroi. Hein. On a la cellule végétale, donc c'est un cytoplasme avec des chloroplastes à l'intérieur, etc. Mais il y a également, donc il y a une membrane plasmique, il y a une paroi. Une paroi que les cellules, que nous, par exemple, êtres humains, n'avons pas. Donc c'est entre autres ce qui diffère les cellules d'un animal ou d'un homme avec les cellules végétales. Et puis pour le pore de la plante, eh bien, il y a un dépôt de lignine qui est plutôt donc au niveau de la paroi des cellules, qui correspondent à un tissu de soutien et qui correspondent à du bois également. Donc ça rigidifie en fait la plante, cette lignine. Donc cette plante est bien productrice de matière organique. Alors, la photosynthèse est capable de produire la matière organique, on l'a dit. Dans la photosynthèse, il y a des mécanismes d'oxydoréduction qui vont pouvoir être possibles grâce à l'action de la lumière. Il y a, au niveau de cette matière organique, donc une circulation et même des transformations de cette matière organique, circulation dans des vaisseaux, par exemple de sève, alors pas par exemple, mais circulation dans de la sève, au niveau de la sève élaborée, dans les vaisseaux type phloème, et non pas xylème. Xylème, c'est pour la sève brute. Croissance et pore de la plante, intérêt donc de la matière organique, qui va permettre la croissance et le pore de la plante, donc croissance grâce à la cellulose qui va s'accumuler sur les parois, et la lignine donc va rigidifier en fait cette plante. Stockage possible de matière organique, et puis la matière organique peut avoir des interactions également avec d'autres êtres vivants. Concernant cette photosynthèse, donc cette production de matière organique par la photosynthèse, les plantes se suffisent à elles-mêmes. Elles sont capables d'être autotrophes, c'est-à-dire de s'autosuffire. Elles n'ont pas besoin d'autres êtres vivants pour grandir, pour se construire, pour vivre. Elles s'autosuffisent, elles sont autotrophes. Elles produisent leur propre matière organique à partir de matières minérales, donc de l'eau et des sels minéraux, mais à condition de recevoir de la lumière. Et dans ces conditions-là, on a ce que l'on appelle la photosynthèse. Et l'énergie lumineuse est captée par des pigments chlorophylliens qui sont présents dans des chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites spécialisés dans la photosynthèse, avec sa phase claire et sa phase obscure. Donc ces chloroplastes sont très abondants dans les plantes vertes et sont très abondants dans les feuilles. Les feuilles sont vertes parce qu'il y a des pigments chlorophylliens au niveau des chloroplastes. C'est pour ça que les feuilles sont vertes. Alors la photosynthèse, c'est un ensemble d'oxydation-réduction, enfin d'oxydation et de réduction, donc on dit oxydoréduction. Ces réactions sont activées par la lumière. Donc cette matière organique qui est produite, elle va correspondre à une réduction du CO2, donc du dioxyde de carbone, à l'issue de laquelle le glucose ainsi que d'autres sucres solubles et des acides aminés vont être produits. Alors bien sûr, cette réduction, elle est couplée à une phase que l'on appelle la photolyse de l'eau, qui elle correspond à une oxydation des molécules d'eau. Ça veut dire que l'eau va être photolysée en libérant 4 H+, donc 4 protons, et 4 électrons, et libérer également du dioxygène, O2. Alors, ces 4 protons et 4 électrons vont être captés par des coenzymes NADP, qui va donner NADPH plus H+, avec fixation des électrons. Donc on a bien là une réduction du CO2 qui va donner, grâce aux coenzymes et grâce à de l'ATP, il faut de l'ATP également, qui va donner donc ces fameuses molécules organiques. Triose phosphate d'abord.
Donc on a bien dit que cette photosynthèse, du moins la photolyse de l'eau, la première phase de la photosynthèse, ne se réalise qu'en présence de lumière. Donc, en plus, je vous l'ai déjà dit, hein, donc cette matière organique, enfin cette réaction sombre, en fait, après la photolyse de l'eau, eh bien, il faut qu'il y ait un apport énergétique qui est apporté par l'ATP qui est produit au cours de la phase claire. Donc cette énergie lumineuse, elle est bien captée par des pigments que l'on appelle pigments chlorophylliens, et cette énergie lumineuse est bien convertie en énergie chimique qui est active et qui va être activée au cours de réactions d'oxydoréduction. Oxydation de l'eau pour donner du dioxygène et réduction du CO2 pour donner des matières organiques. On parle bien de réaction d'oxydoréduction. Et une fois que ces produits de la photosynthèse, donc ces molécules organiques sont produites, elles vont circuler dans la plante, vont transformer la plante également, vont lui permettre de vivre, de croître. Donc les produits de la photosynthèse vont être distribués grâce à la sève élaborée dans tous les organes de la plante. Alors il y a bien évidemment, comme dans toute cellule, un nombre important d'enzymes qui vont pouvoir biocatalyser à partir d'un même substrat, donc par exemple à partir des trioses-phosphates, qui vont pouvoir biocatalyser différents types de réactions pour donner différents types de produits. Ça veut dire qu'à partir d'une molécule glucidique triose-phosphate, on obtient plusieurs, on peut obtenir des lipines, des protéines et d'autres sucres, d'autres oses, O-S-E. Donc, ces produits de la photosynthèse, grâce à des enzymes variées, vont être métabolisés et vont produire des molécules diverses qui vont être capables d'assurer de nombreuses fonctions au niveau de la plante. Alors, on prend deux exemples, la croissance et le pore de la plante. On en a parlé déjà, on a parlé de cellulose et de lignine, mais la cellulose, c'est une molécule qui est fabriquée par la plante grâce à l'action d'une enzyme spéciale. C'est une molécule qui est relativement fibreuse et qui va être produite dans les zones d'élongation des organes. Elle va s'accumuler dans la paroi des cellules végétales et participer au contrôle de la croissance. La paroi de certaines cellules va s'enrichir également en lignine, qui va devenir très rigide, et elles vont constituer alors des tissus, comme le sclérenchyme ou le bois, qui vont assurer le soutien et le pore de la plante. Donc voilà pour un exemple de matière organique utilisée concernant la croissance et le pore de la plante. Il y a également au niveau de ces plantes donc des stockages de la matière organique. Certaines plantes vont stocker des molécules organiques, alors pas toujours, mais bon, ça peut être stockage sous forme de graines, sous forme de pommes de terre, enfin les pommes de terre sont des réserves, des rhizomes, des bulbes, etc. Donc il y a des organes de réserve qui sont des bulbes, des rhizomes, des tubercules, etc. Tout ce que vous voulez imaginer qui soit comme molécules de réserve. Donc qui permettent de résister à des conditions plus ou moins défavorables, notamment lorsqu'il y a des saisons qui sont très marquées, avec une saison chaude, une saison froide, admettons, donc en hiver, les plantes ne poussent pas. Par contre, les réserves qui ont été fabriquées au cours de l'année suivante, donc de l'été précédent plutôt, eh bien, au printemps d'après, vont pouvoir redonner une plante. Donc ça peut permettre également d'assurer une reproduction asexuée ou reproduction sexuée dont les graines sont un produit en fait. Donc graines et certains fruits vont contenir également des réserves qui vont contribuer au succès de cette reproduction sexuée, par exemple. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment. Alors il faut, dernier point, donc voir que certaines espèces vont entrer en réaction avec ces plantes. Donc cette matière organique va pouvoir interagir avec d'autres espèces, soit de manière bénéfique, soit de manière, entre guillemets, pas très importante, enfin maléfique, je dirais maléfique, c'est pas maléfique, mais c'est pour dire négatif.
Les plantes et les phytophages sont en interaction antagoniste. Ça veut dire que la plante n'a pas trop envie d'être mangée par des organismes phytophages, c'est-à-dire qui mangent des feuilles, par exemple. Alors pour cela, des tanins sont des molécules qui vont rendre la plante répulsive, voire quelquefois toxique, et voire très toxique, et permettent ainsi de limiter la prédation par ces prédateurs. La prédation existe également chez les végétaux. C'est-à-dire que des animaux, admettons, ou des insectes, etc., mangent des feuilles. Ce sont des prédateurs. Une biche est un prédateur des organismes végétaux. Donc certaines interactions vont pouvoir par contre être mutualistes, ça veut dire s'entraider mutuellement avec d'autres êtres vivants. Donc c'est tout à fait possible. Par exemple, on prend des couleurs vives de certaines fleurs qui vont contenir des pigments que l'on appelle des anthocyanes, qui vont attirer certains insectes pollinisateurs qui vont se nourrir et participer au transport du pollen. Donc la plante, si on résume de manière détaillée, la plante, elle produit de la matière organique. Il y a des structures qui sont impliquées dans la photosynthèse. Donc les plantes, autrement dit, sont des organismes autotrophes qui sont capables de s'autosuffire à eux-mêmes. Ces plantes, on l'a dit, on le répète depuis quelque temps, sont capables de produire leurs propres molécules organiques, sachant que les molécules organiques, ce ne sont pas que les molécules de glucose, mais c'est aussi, alors, des molécules de glucose, mais il n'y a pas que le glucose, il y a des glucides. Les glucides sont l'ensemble des sucres, l'ensemble des molécules de type glucidique. Donc on a les glucides comme molécules organiques, on a également des lipides, on a également des protides qui sont des assemblages d'acides aminés, et on a bien entendu ces acides aminés. Mais ces plantes sont capables également de produire des vitamines. On n'y pense pas toujours, mais à partir de molécules minérales, notamment le dioxyde de carbone, l'eau et les ions minéraux. Alors l'eau et les ions minéraux qui sont prélevés dans le sol et transportés grâce à la sève brute, et le dioxyde de carbone provenant de l'air, grâce à ces éléments-là, les organismes sont autotrophes grâce à la photosynthèse. Ça veut dire que cette autotrophie, elle nécessite de l'énergie lumineuse qui va se faire au cours d'un processus qui est plus ou moins important, plus ou moins complexe, que l'on appelle la photosynthèse. Le glucose est formé grâce à la réduction du CO2, grâce à le cycle de Calvin que l'on a vu précédemment. Et la formule générale, le bilan de la réaction, c'est que 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau, H2O, vont donner une molécule de glucose de formule C6H12O6 et libérer 6 molécules de dioxygène. Donc cette autotrophie, elle nécessite donc de l'énergie et va se faire au cours d'un processus complexe que l'on appelle la photosynthèse, au cours de laquelle le glucose, au cours de la deuxième phase, de la phase sombre de la photosynthèse, qui suit la phase claire, ce CO2 va être réduit pour donner du glucose. Pour donner de manière globale, en fait, pas que du glucose, mais des triose-phosphates qui vont être transformés. Alors ça peut être du glucose qui est transformé ensuite de différentes façons. Mais d'abord, il y a bien, dans ce cycle de Calvin, donc un ordre bien précis que l'on a vu précédemment. Donc là, on a bien vu l'équation bilan de la photosynthèse, qui était 6O2 plus 6H2O, donnait C6H12O6, qui est le glucose, plus 6 dioxygènes qui sont libérés dans l'atmosphère. Donc ces organes chlorophylliens vont bien réaliser la photosynthèse, et la clé, ce sont les chloroplastes, et la clé, encore plus clé, entre guillemets, c'est bien la chlorophylle, ou les pigments qui vont capter la lumière. L'amidon représente une forme de stockage du glucose, puisqu'on rappelle que l'amidon, c'est un polymère du glucose. Donc cet amidon, on peut les mettre en évidence dans les parties vertes des plantes, seulement si elles ont reçu suffisamment d'énergie lumineuse, issue alors soit du soleil,
soit d'un éclairage synthétique, entre guillemets, un éclairage avec une lampe. Pas synthétique, mais avec une lampe, admettons. Donc ça veut dire que cette production de matière organique par la photosynthèse va se faire dans les parties aériennes, évidemment, et dans les parties qui sont vertes de la plante, et c'est principalement au niveau des feuilles. Alors on le sait bien. Bon. Alors, cette photosynthèse se réalise dans les parenchymes, qui se trouvent dans les cellules chlorophylliennes. Ces parenchymes sont pourvus d'organites spécialisés dans la photosynthèse, que l'on appelle les chloroplastes, et ils contiennent un ensemble de molécules qui sont capables d'absorber l'énergie lumineuse, et ces molécules sont appelées des pigments chlorophylliens. Donc ces pigments chlorophylliens, la chlorophylle, par exemple, quand on parle de chlorophylle, on pense au vert, c'est vert, ça donne la couleur verte. Alors pourquoi ça, c'est un autre problème. Donc il y a au cours de cette photosynthèse des processus que l'on appelle des processus biochimiques. La biochimie, c'est la chimie de la vie, puisque bio ça veut dire vie et chimie ça veut dire globalement la chimie. Donc quand on pense chimie, on pense réaction chimique, on pense réaction du métabolisme. Donc on a bien des processus biochimiques de la photosynthèse qui se réalisent au cours de la photosynthèse, qui représentent en fait des réactions d'oxydoréduction. Oxydation de l'eau par photolyse pour libérer du dioxygène, libérer 4 protons et 4 électrons, et réduction du CO2 en molécules organiques, en fait molécules qui vont être réduites grâce à l'action de l'ATP qui va servir de source d'énergie qui va permettre à les réactions de se produire, et puis libération de triose phosphate, action également en parallèle de certains facteurs qui vont permettre donc cette réduction et qui sont des coenzymes. Alors la photosynthèse, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Alors Robert Hill, en 1937, avait constaté que les chloroplastes isolés et très bien éclairés libéraient du dioxygène, mais à condition qu'il y ait un accepteur d'électrons. Alors cet accepteur d'électrons, qui est un oxydant, l'oxydant, ça veut dire il oxyde. L'oxydant va être réduit, en fait. Donc cet oxydant, soit il est ajouté au milieu, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de libération d'oxygène. Donc ça veut dire que les chloroplastes isolés et bien éclairés libèrent l'oxygène à condition qu'un oxydant, c'est-à-dire qu'un accepteur d'électrons, soit ajouté au milieu. Alors, ceci montrait que la photosynthèse, elle s'accompagnait de réactions d'oxydoréduction qui étaient activées par l'énergie lumineuse. Un petit peu plus tard, 4 ans plus tard, Ruben, donc en 1941, Ruben et Kamen ont fait des expériences et ont montré que le dioxygène produit lors de la photosynthèse avait pour origine la molécule d'eau. Donc on avait bien ce que l'on peut appeler aujourd'hui, donc on a une photolyse de l'eau, c'est-à-dire une oxydation de l'eau pour libérer du dioxygène. Donc on a bien au cours de cette photosynthèse des molécules d'eau oxydées qui vont libérer le dioxygène, mais libèrent également des protons H+, et des électrons E-. C'est ce que l'on appelle la photolyse de l'eau, où on avait bien décrit précédemment que 2H2O libérés sous l'action de la photolyse, sous l'action de la lumière, en fait, libéraient 4H+, plus 4 électrons, plus O2, le dioxygène. Les électrons sont libérés, ils sont captés par une molécule qui est ensuite réduite. Là, on parle de coenzyme, par exemple NADP. Les expériences de Kelvin et Benson, alors c'était au cours des années 50, ont bien montré que le dioxyde de carbone, donc ce CO2, était transformé au cours de la photosynthèse en différentes molécules organiques, comme par exemple le glucose. Donc ce sont des molécules glucidiques, mais il n'y a pas que le glucose, il y a également d'autres sucres solubles, mais également transformés en des molécules que l'on appelle des acides aminés, qui sont la base, en fait, un acide aminé, c'est l'unité de base d'une protéine.
Donc ça veut dire que ces acides aminés vont pouvoir servir à fabriquer des protéines. Et ces glucines de base, par exemple le glucose, va pouvoir servir également à fabriquer d'autres molécules, par exemple un polymère de molécules, ça peut être la cellulose, ça peut être l'amidon, polymère d'acide aminé, ça peut être la lignine, par exemple. Donc certaines réactions chimiques complexes, enfin en cours de certaines réactions chimiques, le carbone, qui était lié exclusivement à l'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone, eh bien se retrouvait lié dans des molécules organiques à d'autres molécules de carbone et à des molécules d'hydrogène également, qui formaient ce que l'on appelle les molécules organiques. Puisque la chimie organique, par exemple, c'est la chimie du carbone. Donc tout ce qui est organique contient des molécules, enfin des atomes de carbone. Alors quand je dis des molécules de carbone, c'est un défaut de langage. On parle d'atomes de carbone, mais l'atome de carbone seul n'existe pas. Il est toujours relié à d'autres molécules, puisque la valence du carbone c'est de 4, il faut au moins qu'il y ait 4 liaisons pour assurer une stabilité d'un carbone. Bon, ça c'est un autre problème. Donc on a bien une réduction du dioxyde de carbone. Alors le bilan de cette réduction c'est 6 CO2 plus 24 H+, plus 24 E-. Donc là vous voyez bien que les H+ et les E- proviennent de la photolyse de l'eau, donc de l'oxydation de l'eau en dioxygène en libérant des H+ et de E-. Et ces E- sont captés, et ces H+ sont captés par le CO2 pour former du glucose, C6H12O6, avec libération en plus de 6 molécules d'eau. Donc ça veut dire que la phase sombre de la photosynthèse libère de l'eau aussi, mais produit également du glucose, donc de la matière organique. La photosynthèse, elle correspond donc à une réduction du CO2 en matière organique qui est couplée à l'oxydation de l'eau au cours de la photolyse de l'eau. Donc on a bien la phase claire de la photosynthèse et la phase sombre de la photosynthèse qui correspondent tous les deux en fait à la photosynthèse. Donc d'une part à la libération de dioxygène et d'autre part à la libération de glucose. Donc si on fait le bilan de l'oxydation et de la réduction, l'oxydation, alors prenez un crayon et notez, on a 2H2O donne 4H+, plus 4E- plus O2, et tout ça multiplié par 6. Ça veut dire que par exemple, on a 6 fois 2H2O, 6 fois 2, ça fait 12H2O, 6 fois 4, 24H+, plus 6 fois 4, 24 électrons, plus 6 O2. Et la réaction de réduction, c'était bien 6 CO2 plus 24H+, plus 24 électrons. La réaction de réduction donne C6H12O6 plus 6H2O. Donc si on fait le bilan, on assemble les deux réactions, celle d'oxydation et celle de réduction. Faites-le. Bon. Et on obtient bien 6 CO2 plus 6H2O donne C6H12O6, le glucose, plus 6O2. Globalement, on a bien la réaction d'oxydation qui est représentée. 6 CO2 donne 6 O2. C'est l'oxydation de l'eau qui donne le dioxygène, libérant en même temps des protons et des électrons. Et les 6 CO2 qui donnent le glucose, c'est 6H12O6, est bien la réaction de réduction. Donc nous voyons là que le rôle de la lumière est très important parce que la réduction du CO2 n'est pas une réaction spontanée. Donc il faut de l'énergie qui est apportée initialement par la lumière. Donc ça veut dire que les cellules chlorophylliennes, elles présentent des structures qui vont permettre de capter cette énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique nécessaire grâce à la synthèse de matière organique. Alors ces structures évidemment sont des pigments que l'on appelle des pigments chlorophylliens, alors qui portent plusieurs noms, il n'y a pas que la chlorophylle. D'ailleurs il y a la chlorophylle A
et la chlorophylle B. Il y a deux types de chlorophylle. Mais comme pigment chlorophyllien, on peut également avoir des carotènes. Carotte, carotène, ça fait penser à carotte, pigment orange. Et les xanthophiles, qui sont également des pigments chlorophylliens. Donc, ces structures, donc ces pigments chlorophylliens, sont bien présents au sein des chloroplastes. Chloroplastes, qui sont les unités de base qui permettent de faire la photosynthèse. Donc cette lumière, elle est absorbée par ces pigments, par cet ensemble de pigments. Des électrons de la chlorophylle A sont portés à un niveau d'énergie supérieur et transférés ensuite à d'autres molécules. Donc vous voyez que les choses ne sont pas simples. Donc ainsi, l'énergie lumineuse va être convertie en énergie chimique, et cette énergie chimique permet de réduire le dioxyde de carbone en matière organique. Alors maintenant, que deviennent ces produits, donc ces matières organiques qui sont issues de la photosynthèse? Eh bien, cette matière organique va être transformée, et puis, lorsqu'elle est transformée, elle est exportée. Ou bien elle peut être exportée et transformée. Bon. Ces molécules, produites par les mécanismes de la photosynthèse, phase claire, phase sombre, vont être en partie utilisées dans les différents tissus chlorophylliens eux-mêmes. La plante produit ces matières organiques pour elle-même et non pas pour les autres. Et ce qui ne va pas être utilisé va être exporté sous forme d'autres petites molécules qui sont solubles, qui sont des acides aminés et des sucres, mais qui sont des petites molécules et non pas des polymères. Des polymères qui vont assurer une fonction de croissance comme la cellulose, fonction de soutien par la lignine, etc. Là, à ce moment-là, ce sont des polymères de petites molécules. Mais là, on parle de ce qui n'est pas utilisé par les tissus chlorophylliens eux-mêmes, eh bien, est exporté sous forme d'acides aminés et de sucre vers tous les organes de la plante, puisque tous les organes de la plante ont besoin de ces molécules, en particulier vers des organes qui ne sont pas chlorophylliens. Par exemple, les racines ont besoin également de ces matières organiques, mais les bourgeons également, les fruits également, les fleurs également. Et ce transport se fait évidemment dans les vaisseaux du phloème, que l'on appelle donc dans ces vaisseaux qui contiennent donc cette sève élaborée. Donc qui sont ces petites molécules solubles. Donc les sucres et les acides aminés vont alors être transformés et vont permettre la production d'une grande diversité de composés organiques qui vont remplir de très nombreuses fonctions au sein de la plante, fonctions qui seront plus ou moins spécifiques évidemment. Alors, donc certaines de ces matières organiques vont assurer le port de la plante, c'est pour ça que les arbres par exemple sont très grands, mais vont assurer également la croissance de la plante. La plante, vous avez remarqué, ne reste pas petite, elle grandit, elle s'étoffe, elle va croître en longueur et en diamètre. Donc ça veut dire que si on fait des coupes longitudinales, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une élongation longitudinale, et si on fait une coupe en section, admettons, on va pouvoir comprendre, en étudiant les mécanismes, pourquoi la plante s'épaissit, donc pourquoi le diamètre en fait augmente. Donc les plantes possèdent une paroi qui est formée de différents composés organiques qui sont assemblés en couches qui sont superposées, donc empilées les unes par rapport aux autres. Alors on parle là de composés organiques type pectine, hémicellulose et même cellulose également. La cellulose, on avait donné la définition, c'est du glucose en fait, mais pas du glucose tout seul, c'est un polymère de glucose. Ça veut dire que de nombreuses molécules de glucose sont fixées les unes aux autres. Donc cette cellulose, elle est synthétisée grâce à une enzyme que l'on appelle la cellulose synthase. Donc chez les jeunes cellules, en cours de croissance du moins. Et leurs parois de ces cellules, donc qui étaient initialement fines et déformables, eh bien, vont s'allonger
sous l'effet de la pression de turgescence. Et à ce moment-là, donc exportée du cytoplasme vers la paroi, la cellulose devient peu à peu le constituant principal et rend alors la paroi de plus en plus épaisse et va rigidifier la paroi, en fait, ce qui va finir par s'opposer à la poursuite de la croissance en longueur, à l'avantage de la croissance en épaisseur. Il y a également ce que l'on appelle des molécules de lignine. Donc certaines cellules imprègnent leurs parois d'autres composés organiques également, qui sont fabriqués par la plante, que l'on appelle des lignines. Ce sont des polymères dont les sous-unités sont issues d'une voie métabolique transformant un acide aminé issu de la photosynthèse, donc la phénylalanine, qui est un acide aminé, grâce à différentes enzymes. Il y a une accumulation de lignine dans la paroi des cellules du xylème qui va les imperméabiliser. Xylème, on rappelle, c'est transport de sève brute, eau et sels minéraux. Donc cette imperméabilisation va faciliter la circulation de la sève brute, évidemment, dans ces vaisseaux du xylème. Cette lignine est aussi présente au niveau des cellules du sclérenchyme, qui représente un tissu de soutien qui est relativement fréquent chez les plantes de type herbacées. Donc là, on ne parle pas d'arbres, on parle de plantes herbacées. Par contre, chez les plantes que l'on appelle ligneuses, il y a un xylème secondaire qui se forme, qui s'épaissit d'année en année dans les organes qui vont persister, c'est-à-dire des organes pérennes tels que les tiges et les racines. Ce tissu va se lignifier et va donner un matériau à la fois léger et rigide que l'on appelle le bois. Et ce bois, il est bien responsable du port dressé qui va permettre à certains arbres d'atteindre des tailles de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ensuite, concernant cette matière organique, on sait bien qu'il y a des stockages. Si vous prenez une pomme de terre, c'est bien stockage de l'amidon qui va pouvoir servir de réserve glucidique pour éventuellement un nouveau pied de pomme de terre le printemps d'après. Bon. Donc en hiver, ou lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, eh bien certaines plantes vont perdre leurs feuilles. Donc toutes les plantes à feuilles, tous les arbres à feuilles caduques, évidemment, perdent leurs feuilles en automne, dans les régions tempérées. Donc ça veut dire que d'autres plantes également perdent leur partie aérienne. Ça peut être... Alors, je m'explique mal. En hiver, lors de longues périodes de sécheresse, certaines plantes vont perdre leurs feuilles et d'autres vont perdre leur partie aérienne. D'autres encore vont mourir. Donc il y a des stockages sélectionnés au cours de l'évolution qui vont permettre de stocker de la matière organique en attendant le retour des conditions qui seront plus favorables au développement et à la photosynthèse. Certaines plantes herbacées vont posséder des organes souterrains qui vont pouvoir accumuler des réserves qui seront à l'abri des intempéries. Et donc ça peut être par exemple des bulbes de tulipes ou d'oignons, ça peut être des tubercules, par exemple tubercules de pommes de terre, mais la carotte également. Ça peut être des rhizomes, par exemple rhizomes d'iris, de gingembre, etc. Et ces réserves dans ces organes sont le plus souvent glucidiques, ça veut dire on peut avoir un stockage de saccharose par exemple dans la betterave ou de l'oignon. De l'amidon également est stocké dans les amyloplastes de la pomme de terre. Chez les plantes que l'on appelle annuelles, donc qui vivent une année, en fait, la pérennité est assurée par ce que l'on appelle des graines. Une graine, c'est quoi? Eh bien, elle contient des matières organiques qui vont permettre de nourrir la plantule, donc l'embryon, puis nourrir cette jeune plante ensuite lors de la germination. Donc c'est le bébé de la plante, en quelque sorte, ce stockage de matière organique qui va nourrir l'embryon. Donc la nature des réserves au sein des graines va différer selon les espèces. Ça peut être des glucines que l'on trouve par exemple dans le riz, dans le blé. Ça peut être des lipides que l'on va trouver dans les noix, dans les amandes. Ou ça peut être des protéines que l'on va trouver dans les pois, dans les lentilles, etc. Certaines plantes vont posséder des fruits charnus qui seront comestibles, qui seront riches en matière organique et surtout riches en glucines.
Ces fruits vont être consommés par d'autres êtres vivants, par exemple des animaux frugivores, certains oiseaux, des reptiles, des mammifères, ce qui va contribuer à la dispersion des graines que l'on va étudier dans un autre cours. Alors, dernier point, c'est que on peut comprendre aussi que la plante cherche à se défendre contre des prédateurs. Bon, différentes façons de réagir, et grâce à la matière organique de la plante et de ses interactions avec d'autres espèces, eh bien cette plante va pouvoir s'en sortir. Plus ou moins, évidemment. Bon, pas toujours. Hein. Lorsqu'il y a de la prédation, lorsqu'une biche a décidé de manger de l'herbe, bah, c'est trop tard pour cette herbe, la prédation se fait. Bon. Donc au cours de l'évolution des plantes, il y a différentes innovations qui ont permis de limiter l'impact de la prédation. Certaines plantes vont produire ce que l'on appelle des tanins. Donc ce sont des molécules qui sont construites par assemblage de plusieurs phénols. Les phénols, ce sont de petites molécules cycliques. Et dans les cellules, les tanins sont produits par une voie de biosynthèse qui a pour précurseur le glucose et qui implique de nombreuses enzymes. Bon, les enzymes sont des polymères d'acides aminés, mais il y a une vingtaine d'acides aminés et les plantes sont capables de produire elles-mêmes leurs propres enzymes. En se liant avec les protéines alimentaires ou avec les enzymes digestives du phytophage, eh bien les tanins vont produire des précipités qui vont avoir un effet toxique ou éventuellement répulsif. Donc ce qui va limiter la pression de prédation. D'autre part, les plantes agressées par d'autres êtres vivants qui vont avoir tendance à manger leurs feuilles vont produire plus de tanins que les plantes qui sont indemnes, donc au niveau desquelles il n'y a pas ces phytophages. Donc il va y avoir en quelque sorte une adaptation du métabolisme en fonction des agressions subies par les plantes. D'autre part, ces plantes vivent en vie fixée, ce qui pose un problème du rapprochement des gamètes que l'on va voir dans un autre cours. En fait, de nombreuses fleurs vont produire ce que l'on appelle du pollen, qui sera abondant, et produire un liquide riche en sucre et d'autres substances nutritives que l'on appelle le nectar. Elles vont attirer des insectes pollinisateurs en signalant la présence de ces matières comestibles grâce à des molécules organiques volatiles que l'on appelle des parfums, et en affichant également des couleurs vives, éventuellement, que les êtres vivants vont pouvoir repérer facilement. Par exemple, les fleurs roses, rouges ou violettes contiennent des anthocyanes, qui sont des pigments de couleur spéciale. Il s'agit d'une famille de molécules qui sont fabriquées grâce à une voie de biosynthèse proche de celle des tanins, mais aboutissant à des pigments rouges, bleus ou pourpres qui sont stockés dans les vacuoles des cellules et qui rendent les fleurs plus attractives par les pollinisateurs. Donc on a vu que finalement, pour résumer, que la plante est une productrice de matière organique. On a compris que grâce à la photosynthèse, eh bien, il y a des plantes qui sont capables, les plantes sont capables de s'autosuffire. Elles sont autotrophes. Les plantes sont bien des organismes autotrophes. Elles assurent la photosynthèse, donc grâce à des organes chlorophylliens. Donc, au niveau de cette photosynthèse, il y a la phase claire et la phase obscure, entre guillemets. Au cours de la phase claire, il va y avoir photolyse de l'eau. L'eau est transformée en dioxygène en libérant des protons et des électrons qui sont captés par des coenzymes et formation d'ATP en parallèle. Coenzymes et ATP, donc coenzymes réduits et ATP, vont servir à la phase obscure pour réduire le dioxyde de carbone en molécules organiques. Avec libération, évidemment, on a dit qu'il y avait une libération de dioxygène au cours de la phase claire. Donc ça veut dire que ces processus biochimiques de la photosynthèse sont très importants. Il y a ces deux types de réactions qui sont des réactions d'oxydoréduction, oxydation de l'eau et réduction du dioxyde de carbone pour produire donc des molécules organiques et rejeter du dioxygène. Donc nous voyons là que le rôle de la lumière est très important et d'autre part
après avoir vu donc les structures impliquées dans la photosynthèse et puis les processus biochimiques de la photosynthèse, il faut parler également du devenir des produits de la photosynthèse. Cette matière organique, elle est exportée et elle va être transformée. Cette matière organique va assurer également la croissance et le port de la plante. Il va y avoir également possibilité de stockage de la matière organique et possibilité au niveau de cette matière organique de la plante, donc fabriquée par la plante, d'interagir avec d'autres espèces. Le cours est terminé. Merci. C'était long, mais on y est arrivé quand même. Bon, faut arrêter. Alors, la photo de fin, c'est toujours pour... parce que je mets une photo. Allez, vous avez compris.